Bonjour et bienvenue dans FinTech Club. Je suis Guillaume Broutard, DG France Benelux de Verifone, leader mondial du paiement. Tous les mois, je reçois les entrepreneurs et dirigeants du monde FinTech en direct de Station F, le plus grand incubateur de start-up du monde. Aujourd'hui, nous recevons Georges Owen, CEO de Stancer, la nouvelle solution de paiement du groupe Iliad et de Xavier Niel. Nous allons parler de paiement omnicanal pour petits commerçants, de l'INSEAD, de l'aventure Waterdrop et Djokovic, et de bien d'autres choses encore. FinTech Club, c'est parti. Bonjour Georges. Bonjour Guillaume. Bienvenue dans FinTech Club. Merci. Alors je vais te laisser te présenter pour commencer. Merci beaucoup. Alors je m'appelle Georges Owen et je suis le CEO de Stancer, un établissement de paiement qui appartient au groupe Iliad et qui propose des solutions de paiement pour les commerçants. Et je dirais que nos avantages compétitifs, c'est le fait qu'on a une solution de paiement qui soit unifiée, qui soit sans engagement, sans abonnement et évidemment avec des prix extrêmement compétitifs comme à l'habitude du groupe Iliad. D'accord, ok. Et donc ça s'est lancé assez récemment. Alors la genèse de Stancer, elle est un petit peu particulière, c'est que à la base c'était le PSP interne du groupe qui a été développé principalement parce que au sein du groupe on estimait qu'ils payaient trop cher les acteurs traditionnels pour l'ensemble des paiements et des prélèvements du groupe Iliad et de Free, et donc la solution a été développée entièrement en interne et étant donné que ça marchait, que ça fonctionnait bien, que c'était robuste et que ça traitait des flux qui étaient quand même très importants, s'est posé la question de savoir qu'est-ce qu'on allait en faire. Et donc, il y a environ 1 an, on a décidé de développer un produit à destination des petits commerçants et des indépendants qu'on appelle Stancer Pay et qui permet de façon très simple d'avoir des solutions, de permettre à des petits commerçants et des indépendants d'encaisser leurs clients, que ce soit en ligne, sur leur site e-commerce, ou avec des liens de paiement, ou en physique, avec des TPE. Et c'est d'ailleurs dans ce cadre-là, pour le paiement physique, qu'on a noué un partenariat avec Verifone pour nous fournir les terminaux de paiement. Bien sûr. Ok. Et donc la cible, c'est vraiment les petits commerçants. Alors aujourd'hui, principalement. Exactement. Donc aujourd'hui, on a une stratégie un petit peu du grand écart parce qu'on est issu on va dire de solutions qui servent le large enterprise, les grands groupes. Et c'est comme ça, c'est là d'où vient notre expertise et notre savoir-faire. Et on l'a mis au service des petits commerçants et des indépendants, notamment parce que ce qu'on a identifié, c'est que pendant le Covid, ce qui s'est passé, c'est que ça a obligé pas mal de petits commerçants indépendants marchands physiques à se digitaliser. Et la culture du groupe Iliad, c'est évidemment d'aider les Français et les commerçants français à continuer à se digitaliser, à profiter de l'économie digitale. Et donc, ces petits marchands ont été obligés de créer des magasins e-commerce, des e-shops, pour continuer à se développer pendant la période du Covid. Et on estime qu'aujourd'hui, les solutions de paiement unifiées, c'est-à-dire qui font du e-commerce et du physique, sont assez inadaptées pour cette cible-là, et donc c'est pour ça qu'on a lancé Stancer Pay. D'accord, et donc vous leur proposez une solution extrêmement simple, exactement, rapide très à simple, mettre en place. Hyper rapide à mettre en place. Concrètement, comment ça se passe ? Vous allez sur stancer.com, vous initiez votre inscription, vous déposez l'ensemble des pièces qui sont requises pour le KYC. Nous, on le valide sous 24 ou 48 heures, le temps que nos équipes KYC vérifient l'ensemble des pièces. Et à l'issue de ça, on vous livre vos clés de production. Et vous pouvez les intégrer directement sur votre site e-commerce et commander un TPE qu'on vous livre préparamétré chez vous. Et une fois que vous le recevez, vous pouvez commencer à encaisser vos clients. Et donc si je suis un restaurant par exemple, absolument. J'ai pas forcément un site en ligne marchand, mais bien évidemment j'ai besoin d'un terminal de paiement pour accepter les paiements dans le restaurant, et je veux faire du click and collect. Exactement. Et dans ce cas-là, nous pour le click and collect, c'est la solution e-commerce, mais il y a aussi
ce qui est assez marrant, c'est qu'on ne pensait pas que ça allait aussi bien marcher, mais une des choses qu'on observe depuis notre lancement, depuis un peu plus de 6 mois, c'est qu'on a une énorme demande pour l'utilisation du lien de paiement. C'est assez facile. Donc là, ce qui se passe, c'est que vous connectez sur le dashboard de l'espace client Stancer et vous pouvez générer à la volée des liens de paiement. Et ces liens de paiement, donc vous déterminez le montant et vous indiquez soit le mail, soit le numéro de téléphone et un email ou un SMS est envoyé à votre client. Il clique sur le lien et là, il y a une page de paiement qui est générée avec le montant prédéfini et vous pouvez encaisser votre client par carte bleue comme ça. Ce qui est très pratique. Et tout cela de façon sécurisée parfaitement. Entièrement sécurisé. Et évidemment, ça j'ai oublié de le dire dans l'introduction, mais un de nos atouts, c'est qu'on est un acteur qui est français, qui a développé une solution entièrement en interne, qui n'est pas tributaire de prestataires étrangers et et on a toutes nos données et nos data centers en France et on tient à le garder en France. Ok, c'est très clair. Je prenais l'exemple du restaurant et du click and collect parce que tu as parlé du Covid. Et effectivement, on a bien vu pendant la crise que tout le monde s'est un peu a dû se réinventer du jour au lendemain dans des univers qui n'étaient pas forcément aussi sensibilisés au paiement digital. Et donc, le besoin de créer une solution de click and collect quasiment du jour au lendemain s'est vraiment posé. Et il n'y avait pas forcément à l'époque quelque chose de parfaitement simple, rapide à mettre en place. Et puis on ne savait pas forcément si ça allait perdurer. Et on se rend compte que l'usage, en réalité, a continué. Et aujourd'hui, on peut faire du click and collect, soit en direct, soit de façon indirecte sur d'autres plateformes. Mais c'est quelque chose qui s'est vraiment démocratisé. Et donc, ça reste l'outil, tu parlais du paiement par lien, le plus simple à mettre en place et qui est vraiment plébiscité par effectivement ce secteur. Absolument, les restaurateurs évidemment l'utilisent, mais je pense qu'il y a, ce que tu disais très justement, c'est que le Covid a imposé des nouvelles utilisations pour le paiement. Ce qu'on observe, c'est que cette utilisation, elle perdure dans le temps. Et l'exemple des restaurateurs est bon, mais je pense qu'il y a 1000 cas d'usage encore à inventer et il y a beaucoup de possibilités d'utiliser, que ce soit des liens de paiement, mais aussi du paiement par QR code, enfin tout un tas d'autres méthodes qui, je pense, leur utilisation va aller en s'amplifiant. Et surtout que vous êtes une solution omnicanal, donc vous avez un dashboard, absolument, un tableau de bord qui permet de voir l'ensemble des transactions, qu'elles soient physiques ou digitales, et de gérer et potentiellement de créer effectivement des parcours clients un peu différents, un peu atypiques, qui répondent aux besoins d'un secteur en particulier. Absolument, et je pense qu'un autre avantage qu'on a, c'est que, comme je disais tout à l'heure, nous on est issu du groupe IAD, et donc on traite les flux du groupe, et notamment on a un savoir-faire assez poussé dans les prélèvements, et le passage, par exemple, d'un paiement en carte bleue ou d'un prélèvement, et je pense que c'est assez intéressant. Là, on est plutôt sur une cible un peu moins profane, on va dire, mais par exemple, si vous avez des prélèvements qui sont en souffrance, c'est-à-dire qui sont à payer, ben là, on a la possibilité d'automatiser l'envoi d'un lien de paiement, justement, pour régulariser les prélèvements en souffrance. Et ça, c'est assez intéressant parce que ça réduit justement les impayés, ce qui est souvent un problème. Ouais. Enfin, en tout cas, chez certains marchands, c'est un énorme enjeu. C'est une très bonne astuce, effectivement, de recouvrement. Exactement. Ok, très bien. Très, très clair. Et donc vous avez ouvert cette solution sur le marché après l'avoir mise en place en interne. On la propose maintenant et vous l'avez officialisé, ça fait à peu près 6 mois, c'est début janvier. Exactement, on l'a lancé en fin d'année dernière et on a vraiment commencé à accélérer l'acquisition client depuis le début de cette année. D'accord, ok. Et donc aujourd'hui, vous arrivez à peu près à 1000 clients, c'est ça ? Absolument, on a atteint il y a peu nos 1000 premiers clients et on est absolument ravis de servir c'est joli. Ces 1000 premiers clients qui nous ont fait confiance et j'espère qu'on va continuer avec eux, qu'on va continuer à leur proposer des solutions qui soient innovantes et adaptées à leurs besoins. Très, très intéressant, écoute, belle aventure. Absolument. Beau démarrage. On peut peut-être faire un petit retour en arrière pour reprendre un peu ton parcours. Voir un petit peu comment tu es arrivé dans cette aventure. Alors moi j'ai un parcours
je dirais pas chaotique, mais qui n'est pas forcément orthodoxe pour atterrir là où je suis là aujourd'hui. Mais à la base, je suis avocat d'affaires, donc j'ai fait des études de droit en France et aux États-Unis. J'ai passé le barreau à New York, et après cela, j'ai travaillé pendant 5 ans dans un cabinet d'avocats d'affaires, principalement à Londres, où j'ai exercé surtout en corporate, c'est-à-dire du M&A et du private equity. Et je travaillais beaucoup. Et par conséquent, j'ai décidé de faire une pause et de réfléchir si c'était vraiment une carrière d'avocat que je voulais pour ma vie professionnelle. Et je suis allé pendant 1 an faire un MBA à l'INSEAD, à l'issue duquel j'ai eu la chance de rejoindre une petite start-up d'origine autrichienne qui s'appelle Waterdrop. Et j'invite tous ceux qui nous écoutent à aller voir ce qu'ils font parce que c'est absolument génial. Et j'ai travaillé chez Waterdrop pendant 3 ans, principalement pour lancer l'activité en France et en Europe du Sud. Et ça a très bien marché. Et à l'issue de ces 3 ans, on a fait une levée de fonds très importante avec des fonds institutionnels pour continuer notre croissance, notamment aux États-Unis et en Asie. Et à l'issue de cette levée de fonds, l'entreprise a été restructurée. J'ai commencé à chercher une nouvelle aventure. Et c'est là, c'est à ce moment-là que j'ai rencontré les équipes de Stancer et que j'ai décidé de les rejoindre, principalement pour lancer ce produit Stancer Pay à destination des petits commerçants et des indépendants. Ok. Et alors donc Waterdrop, dis-moi un petit peu plus. Alors Waterdrop, c'est une société autrichienne qui a développé des petites capsules effervescentes pour aromatiser l'eau, et dont l'objectif c'est d'aider les gens à boire plus d'eau, tout en réduisant la consommation de plastique et de boissons sucrées. Et globalement, la question, le fondateur, donc Martin, qui est quelqu'un d'assez fascinant et d'assez visionnaire, a analysé le monde du beverage en regardant ce qui se passait. Et la réalité, c'est que vous avez de l'eau qui est mélangée à du sucre et des arômes, qui est après embouteillée et qui est distribuée partout. Ce qui est assez inefficace sur le plan énergétique, très inefficace sur le plan écologique, parce qu'il y a un usage du plastique qui est conséquent, et il y a le coût de transport qui est absolument faramineux. Je prends un exemple. Si vous buvez, j'ai pas envie de citer de marque, mais je veux dire, si vous buvez une grande marque d'eau qui vient des Alpes à Singapour, on peut se poser la question de l'impact écologique de cette gorgée d'eau. Bien sûr. Et donc à partir de ce postulat, il a analysé le fait que dans le monde occidental, globalement dans l'ensemble des pays développés, l'eau potable elle est disponible partout, quasiment de façon gratuite. Et donc par conséquent, il faut trouver un moyen de donner aux consommateurs ce que nous on estime être la valeur ajoutée, c'est-à-dire le goût et un peu de fonctionnalité, les vitamines, etc. Et donc c'est pour ça qu'il a développé ces petits cubes qui s'appellent des Waterdrop, que vous mélangez à 500-600 ml d'eau, et ça vous donne soit du goût, soit de la fonctionnalité. Il y a pas mal de saveurs différentes, il y a pour du chaud, pour du froid. Et donc en réalité on s'affranchit des emballages qui sont inutiles, et souvent de boissons qui sont souvent trop sucrées et pas forcément très saines pour la santé. C'est assez incroyable. Non, parce que c'est vrai que, comme tu le dis très bien, on a tous accès à de l'eau potable. Exactement. Donc quel intérêt d'acheter quelque chose qui est constitué à 99,9% d'eau et 0,1% d'arôme et de fonctionnalité. Et il y a une partie dans ces capsules qui va venir filtrer en partie l'eau, la qualité de l'eau. Alors la filtration, non. En revanche, Waterdrop vend des carafes intelligentes qui filtrent à UV, qui est un peu la technologie la plus aboutie pour la filtration de l'eau. Donc, si on souhaite également avoir la garantie d'une eau parfaitement filtrée, il y a des systèmes combiner la carafe. Absolument. Il y a des gourdes qui permettent de filtrer, qui sont disponibles chez Waterdrop. Et l'idée, c'est de promouvoir l'usage de gourdes et moins de plastique à usage unique, qui dévaste quand même l'environnement, et d'aider les gens à boire plus d'eau, parce que finalement c'est quand même ce qu'il y a de plus sain, et d'essayer de réduire la consommation, que ce soit des boissons qui sont très sucrées, des sodas, etc., qui ne sont pas forcément bons pour la santé, quoi. Il y a vraiment une vision, comme tu le disais, de durabilité
de la consommation d'eau, à la fois d'un point de vue énergétique, écologique, mais aussi de santé. Absolument, exactement. Et c'est quand j'ai lancé justement Waterdrop pour faire un peu la transition avec Stancer, c'est là où je me suis confronté au paiement. Parce que justement, on avait nos canaux de distribution, c'était évidemment le e-commerce principalement, mais on a aussi développé des magasins physiques. D'accord. Ah ouais. Et donc, on était une toute petite boîte, on était jeunes. Et à ce moment-là, il n'y avait pas de solution adaptée pour des boîtes qui se lancent, des solutions de paiement omnicanal, c'est-à-dire qu'ils fassent de façon uniforme le paiement en ligne et le paiement physique et qui regroupe l'ensemble des flux de paiement. Ok. Et donc c'est pour ça qu'on avait un prestataire pour le e-commerce et plusieurs prestataires pour la partie physique. Ce qui est toujours plus compliqué effectivement à gérer. Exactement. Et donc il y a toujours à la fin du mois, il y a tout un tas de réconciliations à faire et Stancer Pay justement propose une solution unifiée qui regroupe l'ensemble des flux des marchands et donc plus besoin de cette réconciliation assez fastidieuse en fin de mois entre les flux physiques et les flux issus du e-commerce. Ok. Très clair. Et Waterdrop, tu y es arrivé via l'INSEAD. Exactement, donc ça a été le fondateur est un ancien élève de l'INSEAD que j'ai eu la chance de rencontrer et donc c'est comme ça qu'on s'est rencontrés et qu'il a eu la gentillesse de me faire confiance pour lancer Waterdrop en France et en Europe du Sud. Et l'INSEAD, donc tu as fait un parcours de... Je fais un MBA, ça dure 1 an. C'est un parcours qui est assez modulable, c'est-à-dire que tu peux choisir d'aller sur les différents campus. Il y a 2 grands campus, il y en a un à Fontainebleau, un à Singapour. Moi j'ai fait Fontainebleau et Singapour. Je crois qu'il y en a un autre à Abu Dhabi et aux États-Unis maintenant. Et j'ai absolument adoré cette année de MBA. Assez intense. Très intense. Intense sur le plan académique, intense sur le plan humain, parce que au final, tu passes quand même beaucoup de temps avec les gens de ta promo, mais c'est ça qui est hyper enrichissant au fond. Et la façon dont moi je raconte toujours cette histoire qui est absolument fascinante, c'est qu'au début de l'année, on te donne ce qu'on appelle un study group avec 5 personnes. Et donc moi, dans mon study group, j'avais un Italien, un Chinois, une Péruvienne et une Américano-indienne. Et donc moi qui suis franco-américain. Et cette expérience de réflexion sur des business cases avec ces perspectives et ces cultures différentes, c'est probablement ce qui m'a le plus appris sur cette année. Oui, effectivement, vous devez confronter plusieurs cultures, plusieurs univers, aspirations. Et c'est assez fascinant à quel point sur un même problème donné ou sur un même sujet, au fond, la culture de chacun fait qu'on ne voit pas la même chose et que par conséquent, on n'a pas la même approche et qu'on n'arrive pas à la même conclusion. Et c'est ça qui est facile. Ok. Écoute, très, très intéressant. Donc ensuite, Waterdrop qui est quand même devenu un véritable succès mondial. Tu le disais, c'est parti d'Autriche, mais ensuite... Exactement, ça a commencé en Autriche, c'est beaucoup développé un pays germanophone, après en France, en Europe du Sud, et maintenant aux États-Unis et en Asie, et même en Australie. Et c'est vraiment super, et cette année, on a même signé... Waterdrop a signé Novak Djokovic comme ambassadeur, donc c'est vraiment une super boîte. Extraordinaire. Et j'invite tous les auditeurs à aller sur waterdrop.fr pour voir ce qu'ils font et acheter des Waterdrop. Écoute, on va se jeter dessus. Ensuite, Stancer, donc on en a parlé un petit peu, on va revenir dessus. Donc, l'approche, elle est... vous avez véritablement, et tu le disais tout à l'heure, l'intention avec ce produit de casser également un peu le marché avec des prix assez compétitifs. Vous adressez les petits commerçants, vous leur apportez une technologie, une solution complète, simple, facile à mettre en place, mais aussi très compétitive d'un point de vue financier. C'est une des approches. C'est ce qui a fait le succès du groupe dont on fait partie. On a la chance de faire partie d'un groupe qui a une culture qui est forte.
qui a des convictions qui sont fortes et qui perdurent dans le temps. Le fait d'être flexible, d'être simple et d'être compétitif fait partie de la culture de Free et du groupe Iliad. Et donc, on veut essayer de faire ce qu'a fait avec un succès phénoménal le groupe Iliad et Free dans le monde des telcos. On essaie de le reproduire dans le monde du paiement. Non, mais effectivement, il y a encore pas mal de choses à faire. On en parlait tout à l'heure. Donc, il y a beaucoup de concurrence. Il y a de la concurrence. Alors ça, c'est vrai. Mais chacun a un positionnement un peu différent. Comment vous vous situez là-dessus ? Le monde du paiement, c'est marrant parce que quand on regarde le monde du paiement de façon, on va dire, de façon rapide, on peut se dire que c'est un marché qui est quand même extrêmement concurrentiel, où il y a beaucoup de monde. Mais la réalité, c'est que le marché du paiement, de façon régulière, fait émerger des nouveaux acteurs avec des parts de marché qui sont considérables. Donc ça, c'est quand même un premier point. Oui, effectivement, c'est concurrentiel. Oui, effectivement, il y a beaucoup de monde. Mais il y a quand même des gens qui émergent régulièrement et qui réussissent à se faire une part et monter des business conséquents dans le paiement. Donc ça veut quand même dire que c'est un marché qui bouge et qui permet l'émergence de nouveaux acteurs. Ce qui est rassurant pour nous et on espère s'inscrire dans cette trajectoire. D'autre part, ce que j'observe, c'est que depuis 10 ans, le monde du paiement a quand même beaucoup évolué, que ce soit sur les méthodes et aussi sur les moyens de paiement. Donc la technologie pour capturer les paiements, mais aussi les différents moyens de payer. Et si j'ai une conviction, alors je ne vais pas faire de prédiction parce que c'est ni le lieu ni ma compétence, mais la conviction que j'ai, c'est que sur les 10 prochaines années, ça va continuer à évoluer et de façon encore plus rapide. Et par conséquent, il va y avoir plus en plus d'opportunités de proposer des nouvelles méthodes et des nouveaux moyens de paiement, que ce soit pour les marchands, mais aussi pour le consommateur. Et c'est pour ça que je pense que ça reste un univers, ou en tout cas un espace où on peut développer des solutions qui soient innovantes et qui résolvent les problèmes des marchands et qui proposent des solutions aussi pour le consommateur. C'est vrai que c'est assez dynamique. Il y a à peu près 5 ans et demi, naissait l'instant payment, le paiement instantané, qui a commencé à être adopté il n'y a pas si longtemps par quelques banques. On peut faire des virements instantanés sur nos applis bancaires respectives. Vous êtes sur le paiement par carte et le paiement par prélèvement. Est-ce Absolument. que c'est un type de paiement que vous avez déjà commencé un peu à utiliser, que vous avez l'intention d'utiliser ? Alors le paiement, moi je crois beaucoup au paiement compte à compte. Le degré d'adoption aujourd'hui il est encore faible, c'est sûr, mais principalement parce que c'est la structure de coût du reste, à mon avis, qui freine l'ensemble des acteurs à se déverser dans le compte à compte. Mais je pense qu'il y a un usage à inventer avec le paiement de compte à compte et notamment la directive des SP2, je pense, pousse dans ce sens et je suis convaincu qu'il y a une place à prendre sur ce paiement en particulier. C'est vrai qu'on en parlait un petit peu tout à l'heure aussi. Il y a tellement d'acteurs dans le paiement qu'il y a un cycle de rachat des uns et des autres. Ça se concentre assez régulièrement. Puis après, il y en a des nouveaux qui naissent. Une grosse acquisition, ça a quand même été l'acquisition de Tink par Visa. Absolument. Justement, sur l'open banking, sur le paiement de compte à compte qui semble être quand même effectivement une tendance assez lourde. Je pense que c'est une tendance qui va se renforcer. Je pense qu'on est encore au début. Et donc, elle a encore, on va dire, la liberté de prendre plusieurs formes. Laquelle, je ne sais pas, mais je reste convaincu que c'est la direction vers laquelle on va, c'est-à-dire plus d'open banking et plus de transactions en direct entre on va dire un de désintermédiation pour des paiements entre un client et un marchand. Pareil, la façon de payer, donc bien sûr le paiement mobile, mais l'évolution du paiement mobile maintenant, c'est ce qu'on appelle le soft POS, la possibilité là aussi de s'affranchir potentiellement d'un terminal ou
Absolument. Ce sont des éléments sur lesquels vous réfléchissez aussi. Absolument. Et ça, c'est peut-être là, on va devoir inverser les rôles. Mais moi, c'est peut-être une question que je vais avoir pour toi parce que je veux dire, moi, en tant qu'observateur, je ne construis pas de terminaux de paiement, mais en tant qu'observateur, je vois justement de plus en plus de SoftPOS. Je vois les efforts que fait notamment Apple avec son Tap to Pay. Évidemment, je regarde ça avec beaucoup d'attention et je me pose la question de savoir quel est l'avenir des terminaux aujourd'hui. Si tu me poses la question, je pense que assez rapidement, on va passer au tout digital et que les formats Tap to Pay d'Apple va pénétrer le retail, en tout cas l'expérience retail, assez rapidement, notamment comme dans des pays comme la France qui, malgré les apparences et malgré les idées que les gens ont, les Français sont quand même très ouverts à l'innovation, sont prêts à tester et sont souvent les premiers à adopter des nouvelles technologies, comme par exemple, l'Apple Pay. On est un des pays qui l'utilise le plus, etc. Et donc je pense que ça a mis un petit peu de temps quand même. Ça a mis du temps, mais on est un des pays en Europe qui l'utilise le plus. Donc c'est-à-dire qu'on n'est pas, on est quand même très ouvert à l'innovation et je pense que c'est une super géographie pour tester des nouvelles méthodes et des nouveaux moyens. De toute façon, le driver, pour te répondre sans te répondre, je pense, sera toujours le produit, la solution qui sera la plus simple pour le consommateur final et puis qui sera plébiscité, qui apportera le maximum d'options tout en restant totalement sécurisé. Voilà. Donc si pour une raison ou pour une autre, je pense que ça sera quand même le cas, certains secteurs continueront à privilégier des terminaux parce que plus fiables, parce que plus en adéquation avec leur environnement, leur usage et l'usage de leurs clients. Il y a sûrement toute une partie de l'écosystème du retail qui va s'orienter de plus en plus vers des solutions SoftPOS, Tap to Pay ou en tout cas paiement mobile. Et je pense que chacun se doit d'accompagner le mouvement à partir du moment justement où il fait du sens. Bien sûr. Il apporte de la valeur aux consommateurs. Mais, et donc aujourd'hui, quelles sont les prochaines innovations que vous avez en tête? Comment vous voyez les... Alors, il y en a pas mal. Celle dont je peux vous parler, c'est qu'on va très bientôt... on a lancé la semaine dernière un service boutique dont on est très fiers parce que justement, on veut continuer à aider les commerçants et les marchands français à se digitaliser. Et on a maintenant un service boutique entièrement gratuit qui est disponible sur notre site. Donc si vous voulez construire un petit site e-commerce en quelques clics, vous pouvez aller sur stancer.com, service boutique. Ah ouais. C'est entièrement gratuit et la seule condition, c'est évidemment que pour la brique de paiement, vous utilisiez Stancer. D'accord, et donc c'est uniquement sur la partie e-commerce? Exactement, c'est que du e-commerce. Okay. Et c'est un e-shop qui est pré-paramétré et facilement paramétrable. Donc vous ajoutez vos produits, vous définissez les prix et puis vous pouvez vous avez un magasin en ligne qui est disponible en quelques clics, ce qui est vraiment super cool. Et d'autre part, on travaille depuis maintenant plusieurs mois sur on va dire une nouvelle fonctionnalité de paiement parce qu'on a identifié qu'il y a pas mal de pain points dans le monde du paiement, mais on en a identifié un qui est toute la gestion des abonnements. Et notamment la gestion, que ce soit sur le prix, parce que voilà, les abonnements, ça peut être du pay-per-use, et donc il y a une variation du prix, et aussi sur la fréquence. Parce qu'il y a des abonnements à date d'anniversaire, il y a des abonnements, je ne sais pas, hebdomadaires, biannuels, je ne sais pas. Et il y a pas mal de marchands qui trouvent une forme de frustration dans la gestion de ces abonnements. Et donc, on va bientôt proposer une solution qui soit simple pour gérer ces abonnements. Et donc, centraliser tous ces abonnements, exactement. Un paiement, et tout en gardant la flexibilité d'en rajouter, exactement. D'en mettre sur pause, Donc d'en arrêter. Exactement. Ça va être complètement... il y aura... tous les paramètres seront disponibles pour gérer les abonnements par exemple d'un business de SaaS ou par exemple dans le monde de la presse avec qui on travaille
on travaille beaucoup avec des marchands, des éditeurs de presse, et donc ça va permettre de gérer quasiment tous les abonnements. Ok. Et ça, c'est venu parce que c'est quelque chose qui a été remonté par les clients, c'était un besoin fréquent. Alors déjà, c'est un point qu'on a identifié comme un pain point, donc on veut essayer d'y répondre, parce qu'on estime que c'est un problème et que les solutions aujourd'hui sont assez inadaptées. On va dire qu'il y a un grand concurrent américain qui commence par S et qui rime avec Stripe, qui a un service qui propose ça, mais qui, à mes yeux, n'est pas optimal. D'autre part, c'est aussi, au fond... Pas optimal sur quel sujet que... Sur la facilité de gestion des abonnements et la façon dont on lie les abonnements à un client et la possibilité de varier les méthodes de paiement. C'est-à-dire qu'on peut faire payer un abonnement par carte, mais aussi par prélèvement. Ah oui, donc là, vous allez apporter cette flexibilité. Exactement. Et donc, on va faire l'intégralité de la chaîne de valeur du paiement sur abonnement, et donc on va permettre la gestion et le stockage de mandats et évidemment le traitement des paiements à des récurrences qui seront gérés par le marchand. Ce qui est là aussi une grosse tendance depuis des années. Exactement, parce que les modèles économiques changent. Celui de l'abonnement a quand même a beaucoup grossi et continue à grossir, donc on veut proposer une solution et un service qui soit le meilleur possible pour les modèles économiques qui sont à abonnement. Et la dernière chose que je voulais dire tout à l'heure, c'est que la raison pour laquelle on fait ça, c'est parce qu'on on voit qu'il y a une opportunité de marché sur ce sujet, mais aussi parce que au fond, c'est quand même notre savoir-faire. Et c'est notre expérience. Nous, on est issus du groupe Free, du groupe Iliad, qui, si vous avez un abonnement Free, il est payé soit par carte bleue, soit par prélèvement sépare. Et ça, c'est quelque chose qu'on sait faire bien. Et donc, on a voulu utiliser tout ce savoir-faire, toute cette expérience, et le mettre au service du plus grand nombre. Et c'est pour ça qu'on est en train de développer cette solution d'abonnement. Excellent. Et alors je reviens juste sur l'autre innovation dont tu parlais juste avant pour permettre à un site en ligne de créer son site internet rapidement. Service boutique, ouais. Voilà, le service boutique. Donc ça rejoint un petit peu ce qu'on se disait en off avant de commencer le podcast, c'est cette évolution un peu dans l'écosystème du paiement où chaque acteur avait une place avant. Il y avait les terminaux de paiement, les plateformes de paiement, les banques qui faisaient l'acquisition des flux, les mainteneurs qui venaient pour faire la maintenance des terminaux. Bon. Et en fait, chacun a un peu étendu son scope pour apporter un peu plus de valeur. Et donc, chacun, aujourd'hui, joue un petit peu dans la cour des autres. Et donc, ce que tu dis, c'est assez amusant parce que Shopify donc, a apporté une solution de paiement Exactement. récemment. Et donc, vous prenez le contre-pied en proposant votre boutique en ligne. Quand je parlais tout à l'heure de la culture du groupe et des valeurs de Stancer, il y en a une que j'ai pas mentionnée mais qui est absolument essentielle, c'est la transparence. Et ce que tu disais tout à l'heure sur le fait que il y avait des acteurs qui étaient cantonnés à certaines fonctions dans le paiement. La réalité, c'est que le paiement est quand même un monde qui est très complexe, assez contre-intuitif, où les différents frais sont pas forcément lisibles et pas forcément transparents. Et je pense que la tendance, le fait que le fait que ce soit un peu plus dynamique, que les acteurs aillent empiéter entre guillemets sur les plates-bandes de chacun, ça va rajouter de la transparence pour le client final, et ça c'est vraiment une bonne chose. Et nous c'est pour ça qu'on voulait proposer une solution globale qui couvre l'intégralité de la chaîne de valeur du paiement, parce que justement ça permet d'être transparent et ça permet de donner à nos marchands le chiffre exact de ce qu'ils payent. Et ça, on va dire que c'est dans notre ADN d'être transparent. Et je pense que quand on compartimentalise trop et quand il y a trop d'intermédiaires, on perd cette transparence, on perd cette information. Et je pense pas que ce soit la tendance dans laquelle on est en ce moment. On reconnaît bien la patte, l'ADN de Xavier Niel sur apporter un peu plus de transparence. Absolument. C'est vraiment, comme je disais, ça fait vraiment partie de notre ADN et c'est quelque chose pour lequel on se bat. Et je pense que c'est une bonne chose qu'il y ait du mouvement parce que justement,
à la fin de la journée, les marchands, ils ont une meilleure compréhension de ce qu'ils payent et ça, c'est vraiment bien. Il faut se battre pour que ça continue. Très bien. Non, mais vous avez bien raison. Continuez comme ça. Vous avez des ambitions de développement fort en France, en Europe, alors à en France et à l'étranger extrêmement fort. On a lancé nos services en France il y a un peu plus de 6 mois. Cette année, on se concentre sur la France et j'espère que dès l'année prochaine, on va ouvrir l'offre StancerPay à l'étranger. Alors, je ne vais pas dévoiler de secret, mais comme vous le savez, le groupe Iliad est présent soit en Italie, en Pologne, et donc on regarde les pays où ça aurait du sens de proposer nos services. D'accord, donc toujours dans les pas du groupe. C'est-à-dire que c'est plus simple. Quand on a la chance de faire partie d'un groupe qui est aussi fort que le groupe Iliad, on essaye de tirer profit de cette articulation. Et donc c'est pour ça qu'on regarde évidemment les pays où le groupe est présent. Vous êtes entièrement financé par le groupe? Il n'y a pas de levée de fonds à envisager aujourd'hui sur ce genre d'expansion? Comme je dis, on a la chance de faire partie d'un groupe qui a des valeurs fortes, qui est puissant. Et donc, si on a besoin de lever, on fera appel à notre actionnaire majoritaire. Ok. Et aujourd'hui, vous êtes combien chez Stancer? Alors aujourd'hui, on est un peu plus de 35, je crois qu'on est 37. On a quelques arrivées avant l'été, donc on devrait être 40 cet été. Et j'espère étoffer notamment notre équipe sales et atterrir vers une 50aine de personnes avant la fin de l'année. Parce qu'aujourd'hui, c'est principalement développeurs. Alors aujourd'hui, on a une grosse équipe technique parce que c'est notre savoir-faire, c'est notre ADN, c'est de développer des produits. Et là, sur les 6 prochains mois de l'année, je vais vraiment me concentrer pour étoffer l'équipe sales et marketing avec des profils. Ça va du SDR, du BDR, du growth marketing, traffic manager. Donc voilà, s'il y a des auditeurs qui cherchent un job dans le monde du paiement et qui sont soit sales, soit marketeux, n'hésitez pas à envoyer un mail à jobs@stancer.com. Le message est passé. Et justement, les clients aujourd'hui, donc la cible étant principalement, en tout cas dans un premier temps, les petits commerçants, physiques ou en ligne. Donc pour aller les chercher, il y a donc toute une stratégie de marketing digital qui est mise en place. Absolument. Donc on fait pas mal de marketing digital, on a plusieurs canaux d'acquisition. Donc le marketing digital d'un côté qui fonctionne mais qui permet, qui a aussi ses limites. Et donc à côté de ça, on a monté une équipe de vente un petit peu plus traditionnelle qui fait de la prospection téléphonique mais aussi physique et qui va au contact des commerçants pour leur exposer notre solution et leur montrer à quel point on a une proposition de valeur qui est forte et justement les aider et les assister à soit changer de prestataire ou nous intégrer sur leur nouveau business. D'accord, et avec une volonté de monter un peu en puissance, d'aller chercher des plus grands comptes, étant donné que vous avez quand même, comme tu le disais tout à l'heure, comme premier client quand même le groupe Free, vous avez cette capacité à... Alors on a pas mal de demandes entrantes de grands comptes, mais évidemment les cycles de vente là sont longs. Et en revanche sur le mid-market, on répond aux demandes entrantes. On n'est pas encore complètement... on n'a pas encore, je dirais, la maturité pour aller les chercher, donc avec une équipe assez étoffée. Mais en revanche, on est tout à fait en mesure de répondre à leurs besoins si eux viennent nous chercher, ce qui est déjà le cas. D'accord. Donc il y aura peut-être quand même progressivement une montée en gamme, des typologies de clients un peu plus larges, avec des réseaux un peu plus importants. Absolument. Avec des stratégies de partenariat, de revendeurs peut-être, de la solution Alors, aujourd'hui, on est en train de développer la stratégie de partenariat, pas celle des revendeurs encore, j'y reviendrai. On est plutôt, on cherche des partenaires avec qui... on va dire que ça a du sens de bundler une solution de paiement et autre chose pour la proposer à des marchands. Les revendeurs, c'est quelque chose qu'on est prêt à étudier. On n'a pas encore trouvé le bon partenaire.
Donc voilà, c'est pas quelque chose qu'on écarte, mais je pense que ça va demander de trouver une articulation qui crée vraiment de la valeur pour qu'on s'engouffre là-dedans. Peut-être à l'étranger aussi pour tester le terrain avant d'ouvrir une équipe locale ou... C'est possible. Après, voilà, la culture, c'est vraiment plutôt de faire ça nous-mêmes. Okay. Donc, si on estime qu'il y a une opportunité de marché quelque part, je pense qu'on se forgera la conviction qu'il faut investir et donc il faut construire une équipe dès le départ. Très bien. Mais écoute, Georges, je trouve qu'on a bien bossé. On a fait un petit peu le tour. Est-ce qu'il y a des éléments que tu voulais rajouter Ok, merci pour l'invitation. C'était un plaisir merci à toi. D'échanger avec toi. Donc StancerP, à peu près 1000 clients en 6 mois, 250 000 transactions jour. Absolument. On fait un peu plus de 250 000 transactions par jour et je crois cette année on devrait voir transiter entre 1,5 milliard et 2 milliards d'euros de flux dans nos systèmes. Superbe. Écoute, félicitations. Merci beaucoup. Continuez comme ça, bon courage et puis à très bientôt. Merci. Merci.